ont été énormément touchés par le documentaire. Et évidemment, ça nous touche aussi. Et la raison pour laquelle on l'a distribué, c'est que d'abord, en simple spectateur, on a été énormément touché par ce film. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Distribuer un film, ça demande, vous vous en doutez, quand même des moyens financiers, du temps pour le distribuer. Il y avait aussi l'incertitude de savoir si le film rencontrerait son public. Donc c'est être un minimum au départ convaincu. Et c'est vrai que le film nous a touchés au cœur parce qu'il prend le temps de décrire une situation qui est une situation qui dure depuis de longue date, j'allais dire, puisque Massefer Yatta, qui est depuis 1980, elle a été déclarée zone d'entraînement militaire fermée, ce qui veut dire que elle était officiellement interdite aux Palestiniens vivant sur place. C'est une vingtaine de communautés qui vivent majoritairement de l'agriculture, hein, qui habitent sur place. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, ils ont contesté en justice, ils ont essayé de faire tout pour éviter que ce que vous voyez dans le documentaire, c'est-à-dire les destructions, les expulsions, etc. Et en 2022, donc il y a eu une bataille juridique de plus de 20 ans. La haute cour israélienne a clairement établi que cette zone était donc interdite et permis la reprise des destructions systématiques et des expulsions. Donc voilà, mais ce qui nous semblait important, parce que c'est vrai que souvent on est confronté tous aux journaux télévisés, à la radio, aux actualités. Et c'est des instantanés. Là, le documentaire revient déjà sur le combat du père de Bazen et sur le combat ensuite donc de son fils qui a moins de 30 ans. Et on voit bien le dispositif dans lequel, effectivement, le but, c'est d'user cette population pour qu'à un moment, il y a déjà 7 communautés sur la vingtaine à peu près qui sont parties, mais le but, c'est d'user ces gens-là en détruisant régulièrement tous les maisons, les écoles, les structures, etc., pour qu'à un moment, les personnes qui habitent depuis de longue date là-bas partent, quoi. Mais pour en revenir, voilà. Nous, quand on a vu le documentaire, la façon dont il était construit, aussi le fait que ça soit porté par deux réalisateurs, enfin une réalisatrice, un réalisateur israélien et deux réalisateurs palestiniens, ça permettait aussi de donner un peu plus d'objectivité et d'avoir un regard croisé sur cette situation et éviter des caricatures qui consisteraient à dire que il y a des Palestiniens extrémistes et des Israéliens qui veulent à tout prix chasser les Palestiniens. On voit bien qu'il y a aussi des gens, et on espère une jeune génération qui veut bâtir une solution durable et qui soit, puisque ça a été leur leitmotiv, c'est de cesser cette guerre qui est, voilà, évidemment, qui cause de nombreux morts, d'autant plus avec la politique du gouvernement israélien, je dis bien du gouvernement israélien, à l'heure actuelle. Voilà. Donc il y avait un message, il y avait à la fois un message tragique, hein, parce que vous avez tous vu comment ça se passe pour ses habitants, et il y a aussi le fait de se dire que voilà, il faut arrêter cette situation dans laquelle des expulsions ont lieu. Je pense que vous avez vu aussi après les Oscars que un des réalisateurs, en l'occurrence Hamdan, donc un des Palestiniens, a été agressé, puis conduit en prison. Évidemment, l'Oscar n'a pas permis d'arrêter ces expulsions ni ces agressions, plus les colons israéliens, on reviendra sur ça, qui attaquent régulièrement, détruisent les champs d'éoliviers, qui est une des sources de revenus de ces habitants sur place. Voilà, pour vous dresser déjà
le premier point. Vous dire aussi que la Cisjordanie, puisqu'on parle de ça, c'est divisé en trois zones. Il y a une zone sous administration palestinienne, il y a une zone sous administration, mais sous protection, pardon pour le terme, israélienne, et là, la zone C, dans laquelle Masafer Yatta est, c'est entièrement sous contrôle israélien. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils sont agressés, ils doivent aller à la police militaire, qui est une police israélienne, sachant qu'ils sont souvent agressés par des colons avec l'aide de l'armée israélienne. Donc on est quand même dans une situation un peu absurde, dans laquelle ils sont obligés de venir voilà, porter plainte auprès d'autorités qui, disons, ne participent pas à une paix sur place, quoi. Voilà pour la présentation de départ de la situation, quoi. Merci Hugues. Une question de Marie-Camille. Avez-vous rencontré des obstacles politiques dans le processus de distribution? Alors, on a eu une chance? Non. Je crois qu'il faut. Je sais que la démocratie française peut sembler pas parfaite, mais on a eu énormément de soutien. Nous, il faut savoir que, et vous en entendez parfois parler, il y a un organisme qui s'appelle le Centre national de la cinématographie qui aide à la distribution des films et aide à la distribution de films plus fragiles comme les documentaires. On a reçu des aides, on a été distribué. Alors évidemment, peut-être pas dans certains multiplex, mais qui sont plus à accueillir des films comme ceux comme les Marvel, des blockbusters, des comédies françaises, etc. Mais ça paraît assez logique. Mais on a été projeté dans quasi 400 cinémas. Il y a eu plus de 60 000 spectateurs qui, pour un documentaire, et sont des chiffres importants. Et surtout, oui, on n'a eu aucun obstacle, même de la part de politiques. Hein, on a eu beaucoup de soutien de mairies, d'organismes, etc. Donc, vraiment, à la différence, évidemment, d'Israël qui a empêché un peu la diffusion du documentaire. Donc, ils ont envoyé des liens sur des groupes WhatsApp. Ils ont organisé des projections un peu secrètes. Ou aux États-Unis, et vous vous doutez bien pourquoi, où ça a été compliqué et où ils sont auto-distribués, mais ils ont pu réussir quand même à tenir des projections et pas des projections clandestines. Et évidemment, plus il y avait d'opposition et de barrières pour la diffusion de documentaires, plus ça motivait des gens pour le montrer. Donc il y a toujours un principe d'action et réaction, heureusement, et de gens qui se mobilisent pour essayer de le montrer. Mais en France, vraiment, on n'a eu aucun obstacle et on a même été, on va dire, aidé et soutenu là-dessus. Peut-être aussi parce que, encore une fois, comme c'est réalisé par un collectif israélo-palestinien, on ne pouvait pas nous accuser d'être uniquement dans un parti pris, on va dire, palestinien. Voilà. Et les prix, parce que le film, nous, on l'a acheté très tôt, mais il a eu un prix dans un festival à Berlin il y a plus d'un an. Et ensuite, l'Oscar, on fait en sorte que cette reconnaissance internationale faisait, ça évitait aussi la polémique de dire si on programme le film, ça veut dire que on prend parti réellement, j'allais dire sur d'autres choses qui peuvent dépasser. Je pense à Gaza, hein, qui est une situation dramatique, mais qui n'est pas le cœur du sujet du documentaire, voilà, qui peut faire l'objet d'une très, très, très longue discussion qu'on n'aura pas forcément là, mais voilà, au moins c'était et documenté et pas relié directement sur ça. Merci Hugues. Luna demande est-ce que les réalisateurs ont reçu une aide suite au documentaire?
Alors oui, parce qu'ils ont été, je crois que c'est un des documentaires de l'année, on va dire entre 2024 et 2025, qui a reçu le plus de prix à l'international. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié aussi du soutien dès le départ, parce qu'il y a des organisations. euh, il faut savoir que quand Yuval, Basel, Rachel et Hamdan ont commencé d'abord à tourner, c'était pas des réalisateurs. Yuval est un journaliste. Basel a une formation de droit et d'avocat, et donc un activiste pour Massa Yatta, mais ils sont pas réalisateurs. Donc ils se sont emparés du sujet. Rachel est monteuse, Hamdan a aidé aussi sur le film, mais au départ, c'est pas des réalisateurs de métier. Et très vite, ils ont eu un soutien financier important qui leur a permis de monter. Ils ont passé un très très long temps de montage parce qu'ils avaient un matériel. Comme ils ont filmé depuis très longtemps, que même le père de Basel, même avec un caméscope amateur, etc., avait filmé, ils avaient beaucoup beaucoup d'images. Donc il y a eu un très très long temps de montage. Il faut savoir qu'ils ont dû monter à Masafer Yatta parce que évidemment c'était plus simple pour Rachel et Yuval, qui sont les deux Israéliens, de venir à Masafer Yatta, que Hamdan et Basel de eux sortir pour aller en zone, on va dire israélienne, pardon. Et ils ont eu de l'argent de beaucoup de pays européens. Le film sa nationalité est allemande, mais parce qu'ils ont reçu des fonds d'organismes, des organismes norvégiens, etc. Et puis le film a eu un succès énorme, c'est-à-dire qu'il a été distribué dans beaucoup de pays avec voilà, des résultats impressionnants pour un documentaire. Donc oui, j'allais dire, dès le départ, ils ont reçu de l'argent et ils continuent d'en recevoir aussi, sachant cet argent aussi, parce que ça c'est important, sert aussi à militer, parce que ben, je vous racontais que le village et, on va dire, ces communautés-là sont toujours menacées. Le but est d'aider la population sur place. Une question disait justement, savez-vous comment les réalisateurs se sont rencontrés et ont fait naître ce projet? Au départ, c'est Yuval, qui est journaliste, qui a voulu faire un sujet autour de ces communautés, enfin autour de la communauté de Massafer Yatta. Et comme ils ont le même âge, il a rencontré Basel, qui était la personne, j'allais dire, qui pouvait le mieux le guider sur place, lui faire rencontrer des gens, etc. Ça a fonctionné comme ça. Après aussi, il faut savoir que Yuval parle l'arabe, ce qui a aidé aussi beaucoup à la communication, et le fait de ne pas passer par une langue tierce qui est, en l'occurrence, ils parlent tous les deux aussi anglais, mais là, ils pouvaient avoir une communication directe, et Yuval pouvait aussi parler directement aux gens de la communauté sans avoir besoin d'un interprète. D'ailleurs, on le voit dans une des scènes du film, où quelqu'un réalise que Yuval est israélien, parce que comme il s'exprime en arabe, au départ, la personne n'a pas perçu réellement qu'il était israélien. Voilà, mais c'est comme ça que ça s'est fait, et Yuval a amené Rachel et Basel a amené Hamdan. Merci beaucoup. Une question de Lucie. Tout d'abord, elle dit merci et bravo pour ce documentaire, documentaire très puissant. Je ne sais pas si vous pourrez lui répondre, mais elle aurait aimé en savoir plus sur le montage. Savez-vous s'il y a eu beaucoup de choix difficiles concernant ce qui a été conservé ou écarté? Alors, ouais, je parlais du temps de montage, je crois qu'ils y ont passé quasi un an, pour vous donner une idée. Et aussi parce que, alors Rachel, c'est son métier, mais
Ils ont eu des soutiens aussi de réalisateurs, de sociétés de production, etc., qui les ont guidés, accompagnés. Et puis, il faut aussi savoir que le film, au moment où il l'avait terminé, sont arrivés les massacres du 7 octobre. Donc, ils ont dû intégrer forcément le fait que cet événement avait eu lieu parce qu'ils ne pouvaient pas le passer sous silence. Aussi parce que, évidemment, la réaction du gouvernement d'Israël, ça a été d'intensifier, alors je ne parle pas de Gaza, mais les actions sur place et surtout les actions des colons qui, en représailles, sont venus. Donc, ils pouvaient pas. Enfin, j'allais dire, le montage était déjà fini, ils avaient déjà bouclé le film, mais ils ont été obligés de réintégrer, enfin, d'intégrer cet événement-là pour en parler. Ils pouvaient pas. C'était compliqué pour eux quand même de faire abstraction, même si c'était déjà fini. Mais là aussi, oui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être montrés. Je crois qu'il y a des choix qui étaient difficiles parce que on voit quand même à l'écran, ben, vous l'avez tous vu, mais on voit quand même la mort d'un membre de la famille, en l'occurrence un cousin de Basel. Et c'était toujours de dire, bon, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Mais à un moment, on a beau en parler, voilà, l'image, elle est là aussi comme témoin d'un fait. C'est documenté, c'est précis. Et on peut raconter des choses quand on les a sous les yeux. C'est c'est quand même différent. Merci. Il y a une question de Gabriel euh, qui dit distribuer un film comme Otherland, c'est aussi prendre position. Comment vous, l'atelier de distribution, concevez-vous votre engagement politique ou poétique dans le choix de films que vous soutenez? Euh, Ce que je vous dis, c'est que, bon, enfin, forcément, tout est un peu politique, hein. Voilà, on est un peu tous, j'allais dire, j'allais nous inclure tous, parfois dans la même situation, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit des situations aussi tragiques, des événements aussi terribles, auxquels on est confronté et sur lesquels on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que dirigeant d'une société de distribution? La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de faire passer un message pour se dire que oui, on emmène ce film-là. Ça permet quand même aussi, parce qu'on a fait beaucoup de séances débat, aux gens de se rencontrer, de discuter, de soutenir, de se dire que oui, si on peut parler j'allais dire, on a des députés, si on peut faire remonter l'information et en disant, voilà, comment on peut aider. On a fait une projection à l'Assemblée nationale en présence de députés et un peu de tous bords. Euh, enfin, très tôt, les réalisateurs avaient perçu aussi que la France, on a la chance, enfin, on a une chance énorme, c'est qu'on a énormément de cinéma, que le cinéma est soutenu. Souvent, on dit qu'il y a de l'argent qui est dépensé dans le cinéma, dans le financement du cinéma français, etc. Mais c'est pas vrai. C'est dans la diversité du cinéma qu'on est aidé. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez au cinéma, il y a une petite somme qui est prélevée et qui aide justement, ben, quand vous allez voir un Marvel, il y a une partie de l'argent qui sert aussi à la distribution de documentaires comme No Otherland. Euh, je ne suis pas un spécialiste de la question palestinienne et cisjordanienne, loin de là. On a fait beaucoup de débats et on a beaucoup discuté avant même la distribution du film officiel avec les réalisateurs. Mais il y avait toujours un message moi, ce qui me semblait important, c'est qu'il y a un message de tolérance, il y a un message de paix, il y a un message, on pourrait comprendre toute la haine que peuvent porter les gens sur place et ils sont dans des actions non violentes. Tout ça nous semblait important, voilà. Et si on peut apporter
notre petite pierre à l'édifice, et si ça permet de faire avancer cette cause-là, ben c'est important. On aurait l'impression voilà, d'avoir un film, le film tel qu'ils l'ont porté, ils y ont travaillé depuis des années, c'est un peu leur bébé. Et à un moment, quand ils nous confient la distribution en France, ils nous confient leur bébé. Alors, ils ont eu la chance de venir, enfin, on a eu la chance plutôt que de les avoir. Ils ont passé une semaine en France pour faire des avant-premières, pour discuter, etc., pour aller dans les médias. Je signale d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une longue conversation qu'ils ont eue avec un journaliste très bien de Mediapart, qui est disponible, Basel et Yuval. Et ça, c'était important parce que c'est eux qui sont venus aussi discuter. C'est vrai que Virginie signalait que, bon, là, ils n'étaient pas disponibles, mais Hamdan s'est fait agresser il y a un mois à peu près, et ils ont parcouru le monde entier. Basel à 29 ans, il est père d'un enfant qui a à peine 2 ans, voilà, et ils ont consacré, ouais, depuis Berlin, le festival de Berlin, c'était février 2024. Ils n'ont pas arrêté de parcourir différents pays, de donner des milliers d'interviews parce que, et c'est ce qui leur a aussi permis d'exister aux Oscars, parce que le film n'était pas distribué aux États-Unis. Donc ça voulait dire que normalement, il n'était pas censé être qualifié pour être représenté aux Oscars, donc ils l'ont auto-distribué, mais c'est ça qui a permis ce parcours. Voilà, c'est qu'ils n'ont pas compté ni leur temps, ni leur énergie, etc. Et après les Oscars, on a eu la chance d'avoir Basel qui est repassé par la France. Ils étaient dans un état d'épuisement parce que c'était le combat, ça a été aussi de défendre le film. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà répondu à cette vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais Ambre demandait, est-ce que les exploitants étaient assez ouverts à l'idée de mettre en salle, ce documentaire? Je sais que vous avez dit qu'il y avait Oui, eu oui, je vous dis, il y a certains multiplex, mais parce que c'est pas le cadre naturel de documentaire. Je fais la séparation entre voilà les multiplex selon les régions, Kinépolis, Pathé, etc. C'est pas le cadre naturel des documentaires, c'est plus des salles, ce qu'on appelle nous les salles indépendantes et des salles à réessai qui ont accueilli le film. Mais il est arrivé qu'on fasse des projections dans ces multiplex parce qu'il y avait une séance débat et que c'était le cinéma le plus des cinémas de centre-ville, etc., qui était le plus approprié pour le faire. Je voudrais pas être dans une position victimaire parce qu'encore une fois, voilà, on n'a jamais, il n'y a pas une ville où on n'a pas pu trouver une solution si le cinéma ne s'y prêtait pas. Voilà, je vais le résumer comme ça. Encore une fois, quand je vois la situation dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de cinéma, où distribuer des films est déjà par essence beaucoup plus difficile, voilà, on se plaindra pas de notre situation. Évidemment, on aurait aimé avoir beaucoup plus de copies, mais je pense qu'on a réussi à réunir en moins de séances beaucoup plus de monde que si on avait eu plus de séances. mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ambre vous dit merci pour la Ouais, réponse. non, après, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que ce sont des jeunes gens, hein, ils ont même pas 30 ans. Et notre responsabilité, enfin, ce qui nous a touchés, à la fois notre responsabilité, c'est de se dire, voilà, c'est porté par une jeune génération qui a envie de faire bouger qui a envie de faire bouger les choses et qui, comme vous, maîtrise parce que ils utilisent Instagram, Twitter, TikTok, etc. C'est-à-dire que maintenant, ils savent que vous êtes une génération hyper connectée, etc. Et ils s'en servent
pour évidemment soutenir leur cause. Mais moi, j'ai été frappé de ce courage-là. Je faisais un parallèle en disant que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont engagés très tôt. Parfois, ils avaient vos âges, hein, enfin, 18 ans, à peine majeurs, etc. Et ils se sont engagés. Et je me dis, l'engagement, c'est quoi? Et là, on a des gens qui, parce qu'évidemment, par contre, ça, on en a, enfin, ils ont été menacés, chacun. Yuval a été menacé de son côté et Rachel aussi, parce qu'ils sont considérés par une partie de la population, hein, comme enfin, ou de l'opinion comme des traîtres, évidemment, parce que ils soutiennent ils soutiennent cette cause-là. Je me dis, oui, il faut avoir du courage. Basel, il disait, à l'âge de 7 ans, il dormait avec ses baskets parce que s'il fallait s'enfuir de la maison, etc., ben, ça évite d'avoir à les mettre, quoi. Ça évite de, c'est une autre, ouais, c'est une autre vie, quoi. Voilà. Et on le voit, hein, la peur il y a ces moments où il appelle pour savoir s'ils sont toujours dans le village, les soldats, pour savoir s'il va être arrêté ou pas. Le père de Basel avait été arrêté il y a 6 mois, de nouveau. Voilà, mais c'est une forme de harcèlement, quoi. Voilà, systématique. Dieu merci, jusqu'à présent, voilà. Mais il y a quand même au milieu des agressions physiques, des morts, comme on peut le voir. Ça, c'est quand même tragique, quoi. Merci. Quentin a une question. Quel est selon vous l'avenir du cinéma israélo-palestinien? Euh, Bah, il faut savoir qu'il y a parce que ça aussi, on en parle peu, il y a des voix israéliennes, il y a je pense aux familles des otages aussi, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas, enfin, critiquent le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sont parfois des gens qui, voilà, militent pour la paix et pour ce qu'on appelle la solution à deux États, pour le fait que chacun puisse vivre. Chacun, les Palestiniens aient un État de droit, soit reconnu en tant que tel, etc. Il y a un cinéma et surtout enfin, des réalisateurs et réalisatrices israéliens qui sont plutôt, on va dire, des gens sur l'échiquier politique de gauche et qui, eux, militent euh, pour, euh, pour une paix, enfin, et pour un arrêt des combats, etc. Donc, mais c'est des voix qu'on entend peu. Euh, alors après, pour de multiples raisons aussi, pour une raison, pardon, pas politique, mais plus technique, c'est que pour se protéger des films américains, on va schématiser comme ça, l'Europe a adopté des quotas, c'est-à-dire que ce qui est privilégié, c'est des quotas, c'est des contenus souvent européens et, euh, et français. Et dès lors, ça veut dire que d'autres pays, par exemple Israël, ne rentrent pas dans ces quotas-là. Donc c'est plus difficile de les projeter, mais je pense à un cinéaste comme Amos Gitaï ou d'autres, etc., sont des réalisateurs et qui sont en opposition complète avec le gouvernement actuel. Parce que le problème du gouvernement actuel, enfin, vous l'avez vu, c'est que les alliances font qu'ils sont alliés avec euh, des ultra-religieux et des personnes de l'extrême droite. Donc l'échiquier politique, il est enfin, il est quasi d'extrême droite actuellement. Donc, et quand vous êtes dans des métiers de création et de culture, et que vous êtes réalisateur, scénariste, etc., vous êtes souvent plutôt dans un autre, dans un autre côté, dans un autre bord politique, c'est-à-dire plutôt à gauche. Mais voilà, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y a pas des productions. Nous, on nous a proposé récemment beaucoup, évidemment, hein, comme on est le distributeur de Nouvelle-Zélande, on nous a proposé beaucoup de documentaires, de choses. Là, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Un médecin pour la paix, qui parle de quelqu'un qui milite
aussi pour la paix, qui est un médecin palestinien qui travaillait en territoire israélien, qui milite pour la paix, et pourtant qui a eu sa famille décimée par un bombardement israélien. Donc voilà, il y a des productions aussi bien, il y a eu un collectif palestinien qui a fait une série de petites fictions et documentaires qui s'appelle Grande Zéro. Voilà. Mmh. Après, tout ne peut pas être distribué en France. Il faut savoir qu'il y a 15 à 18 nouveaux films par semaine. Donc, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de films à distribuer, quoi. Donc, trouver sa place est parfois un peu compliqué, quoi. Marie-Camille demande comment ont-ils pu sortir de Cisjordanie pour effectuer la promotion du film? Bah, c'est tout un périple. C'est passer ce qu'ils appellent les checkpoints, c'est-à-dire contrôlés évidemment par les militaires israéliens. Euh, Yuval disait, moi, ça me prend un avion Tel Aviv-Paris, hein, c'est direct. Et Basel mettait 48 heures, quoi, parce que il faut qu'il passe en Égypte. C'est déjà tout un périple, et ensuite qu'il puisse prendre un avion, mais tout est contrôlé. Et quand on les a reçus, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si, enfin, on avait les confirmations en temps réel, savoir s'il avait passé les points de contrôle. Mais oui, oui, alors, quand il parle, parce qu'il parle d'apartheid, c'est de dire ils vivent quasi sur le même territoire, administrés par les mêmes personnes, et ils ont des droits différents. Voilà, Yuval a une carte bleue et enfin une carte bleue, des pièces d'identité bleues et une carte bleue, pas une visa. Et Basel, lui, c'est vert, quoi. Voilà. Et en fonction, les plaques d'immatriculation, tout change. Et donc, il y en a qui sont soumis à des contrôles et d'autres non. Mais oui, oui, c'est là où on voit que leurs vies sont complètement différentes. Et c'est évidemment, ce qui dénonce, quoi. Zoé demande: est-ce qu'il y a eu des réactions très négatives de la part de certains spectateurs, à votre Euh, connaissance? non, non, non. Voilà, parfois, il y avait on avait des spectateurs très investis sur la cause palestinienne et à des degrés différents. Mais on n'a pas eu, encore une fois, le fait que ça soit réalisé par un collectif. Après, les gens qui sont venus, évidemment, je pense qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils voulaient pas voir ces images-là. Donc, ça limitait. Mais pareil, on a eu bon, alors parfois des petites observations, des critiques, des choses comme ça, etc. Mais rien enfin, qui sont de l'ordre de l'appréciation de chacun. Mais on n'a pas eu de manifestation, d'opposition. Mais encore une fois, peut-être parce que déjà les spectateurs qui sont venus étaient des gens qui avaient envie d'en savoir plus sur la situation ou qui étaient déjà soutien on va dire, pour englober de la cause palestinienne. Non, mais donc on n'a pas eu d'émeutes, on n'a pas eu de problème dans des cinémas, aucun cinéma n'a été évacué. Euh, voilà, on a eu des réactions très touchantes, hein. Je peux vous raconter cette anecdote. On avait on s'était mis d'accord pour une avant-première dans un cinéma à Paris. C'est un cinéma qui comporte 3 salles. On a eu tellement de monde avec la venue des réalisateurs qu'en fait, on a pris les 3 salles. Donc, ils ont fait 3 présentations, on a fait une séance, etc. Et à la fin, les gens sont sortis dans la rue, les ont attendus, même ceux qui avaient eu la première séance, parce qu'on était obligé d'étaler les séances de 20 minutes en 20 minutes. Donc, la dernière séance a commencé 40 minutes plus tard. Et les gens les avaient attendus, les premiers, etc. Les ont enfin, chaleureusement et applaudi et félicité, etc. Donc, non, on a eu beaucoup, beaucoup de marques de soutien et oui, dans des proportions importantes, mais
aucun problème à signaler de ce côté-là, quoi. Merci. Il a plus Je fallu ne gérer leur agenda qui était compliqué parce qu'on avait des demandes, même quand ils étaient en France, on avait des demandes de médias internationaux, anglais, américains, des projets. Ils ont fait beaucoup aussi de Zoom à distance, etc. Voilà, pour accompagner des projections quand ils pouvaient pas, puisque c'était la question, quand ils pouvaient pas être sur place. Voilà, ils ont essayé d'être le plus disponible. Et donc vous avez animé aussi, je crois pas mal de rencontres. Vous Oui, avez été très présent oui, oui, pour oui. Bon, mais ça, justement. ça fait partie de notre travail. Et puis c'est vrai que enfin, ce que je disais, hein, je ne suis pas du tout spécialiste et je ne prétends pas ni être journaliste, ni. Mmh. Mais au fur et à mesure des discussions et en parlant avec eux, ça permettait aussi de savoir ce qu'ils allaient dire. Chaque mot compte. Donc c'est vrai que le but, c'était d'être le plus précis possible sur la situation sur place. Donc ça aide quand on passe beaucoup de temps avec les gens et on a pu, mais et pareil, ils nous ont pas demandé d'éluder aucune question, etc. Parfois, ils demandaient, parce qu'évidemment, ils ont des marques de soutien et des gens qui voulaient leur témoigner, etc. Ils disaient, mais en fait, il faut qu'on discute avec les gens. Donc, s'il y a 10 personnes qui leur disent super, etc., bon, ça prend déjà une demi-heure. Donc, mais ils prenaient du temps après avec les spectateurs, une fois qu'on était sorti de la salle, quand même, pour aller discuter, quoi. Il y a Ambre qui pose une question: «Le documentaire soulève un point intéressant. Après avoir visionné le film, il semble que rien ne change. Nous observons, mais il n'y a pas d'évolution. Qu'en pensez-vous?» Euh, non seulement il n'y a pas d'évolution, mais j'allais dire que oui, il y a une pression accrue parce que le documentaire et même eux, je pense que quand on a discuté avec eux, quand ils sont enfin, je vais le dire autrement, quand ils sont venus, on a fait une projection à l'Assemblée nationale. Quand on est sorti, on s'est baladé dans Paris parce qu'ils avaient besoin voilà, de décompresser un peu. Et puis ils ont fait beaucoup de pays, mais vous savez, vous arrivez, vous allez dans un hôtel, on vous conduit dans une salle, on vous conduit voir des médias, etc. Bref, ils auraient pu parfois être à Madrid ou à Paris. Voilà, donc ils avaient besoin de voir, on a traversé, on a rejoint la Concorde, on a discuté et ils étaient là en train de se dire, mais ils me demandaient il était possible qu'ils aillent au César. Je leur ai dit non, vous ne serez pas au César parce que les documentaires au César, c'est des documentaires français qui sont sélectionnés. Vous pourriez être juste en meilleur film étranger. Mais là, la concurrence est quand même rude parce que ça fait beaucoup de films étrangers qui sont distribués en France. Mais je leur dis, par contre, les Oscars fonctionnent de façon différente. Vous pourriez être aux Oscars. Et au départ, ils ont cru que je blaguais. Alors évidemment, c'était totalement hypothétique. On était en octobre, les Oscars se tiennent en fin février, début mars, je crois. Mais je leur ai dit, mais il a tout à fait la force d'arriver jusqu'aux Oscars. Et je leur ai dit, mais même de gagner, il n'y a rien qui s'y oppose. Et par contre, quand ils sont allés aux Oscars, ils ont fait leur discours parce que, évidemment, Trump était arrivé au pouvoir, donc l'ensemble des discours qui ont été prononcés aux Oscars étaient très policés, pour pas dire très neutres. Parce que beaucoup de gens là-bas redoutaient, parce que avec Trump, c'est soit vous êtes avec lui, mais avec lui dévoué corps et âme, soit vous êtes contre lui, même si vous en fait, pour être avec lui, il faut le soutenir complètement. Et c'est les seuls qui ont prononcé, enfin, avec le réalisateur de The Brutalist, c'est les seuls qui ont fait un discours politique. Mais les Oscars, c'est effectivement diffusé souvent en direct dans le monde entier. Et là, ils avaient déjà eu une onde de répercussion avec la distribution des documentaires, mais là, c'est tout de suite, vous touchez mais des milliards de personnes, tout de suite.
Et là, ils ont réalisé ce que c'était, et l'impact que ça avait. C'était énorme. Enfin, je crois que voilà, ils avaient beau être préparés à tout, ils n'étaient pas préparés totalement à ça. D'autant plus parce qu'encore une fois, pendant les Oscars, enfin, il y a eu beaucoup de vidéos sur Combini et autres en disant que c'était le discours sûrement le plus inspirant parce qu'il parlait à la fois de l'arrêt des hostilités, de la libération des otages, bref, voilà ce message qu'on veut faire passer, de dire les otages aussi n'ont rien demandé, donc il faut libérer, il faut arrêter de bombarder Gaza, il faut arrêter ces expulsions, voilà, il faut trouver une solution qui empêche des gens de mourir tous les jours, quoi. Khadija demande, enfin dit déjà tout d'abord que le documentaire est bouleversant. Y a-t-il eu des moments où vous avez pensé que le projet ne pourrait pas aboutir à cause des risques? Et aviez-vous un protocole ou des précautions particulières pour filmer ou diffuser certaines images? Euh, on n'a pas tellement pensé à ça. Il y a un autre documentaire qu'on a distribué où on s'est retrouvé dans une avant-première avec c'est la première fois que le service des protections des personnalités m'appelait, qu'on avait un cordon de police, on avait 3 camions de police, on avait des gardes du corps, on avait donc le service de protection des personnalités, un service de déminage qui est passé. Je vous avoue qu'après l'avant-première, on n'avait pas dormi. C'est un autre documentaire parce que quand même, on se dit qu'est-ce qu'on est en train de, qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, j'avais moins de crainte, peut-être un peu par naïveté, et au final, non. C'est sûr qu'il y a des images euh, qui sont extrêmement dures et enfin, vous avez été bouleversé. Enfin, je vois les témoignages, mais nous aussi. Enfin. Je vous avoue que quand j'ai regardé, parce que je ne l'ai pas vu dans une salle de cinéma, on m'a envoyé un lien très tôt du film, c'était en février 2024. Bon, vous êtes obligé d'un moment d'arrêter, d'aller chercher un Kleenex quand même, de dire bon, euh, il va falloir continuer quoi. Donc oui, on est humain, donc on regarde ça en se disant, et je pense que ça bouleverse des gens. Alors heureusement, ils n'avaient pas 7 ans, enfin, c'était pas autorisé à aller le voir réellement pour des très jeunes gens, et j'espère qu'il n'y en a aucun qui sont allés le voir, mais non, il n'y avait pas de protocole particulier, mais encore une fois, parce que le public des documentaires en salle, c'est un public un peu averti, là, voilà, les gens savaient ce qu'ils allaient voir, alors peut-être pas la proportion. Ma fille, qui a l'âge de Basel et Yuval, bon, elle est sortie en pleurs, malgré le fait que je l'avais prévenu que ça allait être dur, mais parce que, voilà, c'est violent à voir, quoi. Oui, forcément, quoi. Donc, oui, oui, mais, enfin, voilà. Non, on a compté aussi sur l'intelligence du public mais on savait que oui pour beaucoup de gens ça a été ouais ça a été un choc. Merci, beaucoup Hugues. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et après ce qui est important encore une fois je crois qu'on est dans on est enfin les salles de cinéma sont un lieu de rencontre, d'échange, de discussion. Parfois il y a eu des discussions dans lesquelles les gens n'étaient pas d'accord, mais je crois qu'on vit dans une société où on est très 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 connecté. La preuve là, on peut, enfin c'est merveilleux, on peut discuter avec, je sais pas combien vous êtes là tous, mais Cinquante. beaucoup de, voilà 50. Et en même temps, on est souvent isolé. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer. Enfin, moi, j'ai pas l'occasion de discuter. Là, je suis ravi de cette discussion, mais j'ai pas l'occasion de discuter tous les jours avec
avec 50 lycéens ou étudiants ou voilà, ou personnes d'une autre génération que la mienne. Et je pense que c'est ce qui manque. Et le cinéma, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi et le documentaire à provoquer ces rencontres-là, à rencontrer les gens, à entendre d'autres points de vue, à discuter. On demande souvent aux gens d'avoir des avis immédiats. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas d'avis immédiat. J'aime bien discuter avec les gens. Il y a des choses, quand j'entendais le mot apartheid au départ, quand on parlait de Palestine, j'étais là en train de me dire, bon, l'apartheid, pour moi, c'est l'Afrique du Sud, etc. Et puis après, ben, vous entendez Yuval, vous entendez Basel, ils vous disent, mais en fait, on n'a pas les mêmes droits, quoi. On vit sur un territoire qui est proche et on n'a pas du tout les mêmes droits et on est administré par les mêmes personnes. Et vous dites, oui, ben, dès lors, ça s'appelle l'apartheid. Voilà, et c'est pour ça que c'est important ces discussions. Et puis après, on a des sensibilités complètement différentes. Il y a des gens qui sont religieux, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des situations totalement. Mais plus les gens discutent, plus ça aide aussi à comprendre ce que vivent les uns et les autres. Donc c'est ça qui est important. Et ça, je crois beaucoup dans ce qu'on a distribué au cinéma. Je crois beaucoup à la force des rencontres, des discussions, de différents voilà gens qui se rencontrent, qui n'avaient pas prévu de se rencontrer, mais qui sont réunis dans une même salle de cinéma. On avait des gens très âgés, des gens forcément, parce que je crois quand même dans la jeune génération, il y a beaucoup de gens, bah, parce que vous voyez les images tous les jours de l'Ukraine, de la Palestine, etc., qui sont forcément euh, concernés parce qu'ils voient ces images. On va sortir un film en septembre, pardon, je vais pas pour faire de la promotion, mais par exemple, on va sortir un film de fiction, mais parce que la fiction aussi aide sur ce qui se passe actuellement, parce qu'il s'est passé et qui continue de se passer au Congo. Voilà, c'est une autre façon de provoquer des discussions sur des situations dans des pays et parfois on en parle moins, ça fait moins l'actualité, mais c'est important aussi de raconter, en tout cas de raconter ces histoires. Et on espère encore que voilà, il y ait des gens qui viennent discuter, réaliser la situation, comprendre ce qui se passe, quoi. Deux dernières questions, Quentin. Diriez-vous que c'est un des films les plus importants de votre carrière? Euh, oui, sûrement. Alors il y a des Il y a tous documentaires. les autres aussi, mais Non, non, mais euh, il faut savoir que j'avais voulu distribuer un documentaire et c'est une autre société qu'il avait distribué à l'époque un film qui s'appelle Pour Sama. Alors, ça parlait de la situation en Syrie au moment où Bachar el-Assad était encore son dictateur. Je ne veux pas dire président, hein. Alors, le terme le mieux, c'est quand même dictateur. Et c'était un film qui avait la même force que Nouvelle-Zélande. Et on l'avait pas distribué parce qu'une autre société avait proposé plus d'argent pour le distribuer et que bah, pour financer les films, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Mais je m'étais dit, s'il y a un autre film de cette force-là, mais de nouveau soumis, je ne veux pas le manquer. Et quand j'ai vu, et parfois, je me disais, tout en pensant ça, je me suis dit, bah, ça n'arrivera peut-être jamais, jamais on me proposera quelque chose d'aussi fort. Et quand on m'a proposé Netherlands, je me suis dit, bon, je m'étais promis de ne pas manquer ce type de documentaire. Donc voilà. Mais oui, oui, sûrement un des plus importants. Après, voilà, on a fait un documentaire sur Steve Bannon, qui est une des éminences grises de Donald Trump. Là aussi, on avait pensé qu'on serait peut-être un petit peu menacé. Bon, ça n'a pas été trop le cas, mais c'était un documentaire important. Non, non, il y a des documentaires qui nous tiennent énormément à cœur, parce qu'on rencontre les réalisateurs, qu'on voit le temps qu'ils y ont passé, que ce soit ou le courage, ou le temps, ou la passion qu'ils y ont mis. Voilà, on a envie d'être investi, mais c'est sûr que
avoir un film qu'on prend dès le début, qu'on accompagne et qui finit aux Oscars, ça, oui, c'est une aventure Mmh. assez incroyable. Ouais. Et Ambre, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de voir les réalisateurs en France, prochainement ou à un moment? Alors, Heu, on voilà, vient d'apprendre, alors ceux qui habitent près de Noisiel, je ne sais pas d'où vous êtes, etc., de mais partout? voilà, de partout. Alors, à Noisiel, le 18 mai, Hamdan est, semble-t-il, annoncé, et alors, comme il a été agressé, etc., on nous a demandé de pas trop le solliciter, mais il aurait répondu favorablement à la demande d'un cinéma pour venir en France le 18 mai à Noisiel, et il se peut fort que, parce que évidemment la communauté des cinéastes, réalisateurs et du monde de la culture s'est un peu beaucoup ému de son agression, et il a reçu une invitation pour aller au Festival de Cannes. Voilà. Donc il est possible qu'il fasse un passage par Cannes, ce qui ferait aussi une reconnaissance de la solidarité du monde culturel envers voilà, un de ses membres, quelle que soit sa religion, sa nationalité, etc. Pour dire que voilà, personne ne peut rester indifférent à ça, quoi. Et une toute dernière question de Lilia, sur Mais, quels mais, critères mais, je, repose mais pardon, je voulais juste, oui, redire quand même que excusez-moi. non, non, juste, mais redire que, voilà, dans les dernières discussions qu'on a eues, ils aspirent quand même à retrouver leur famille et une Oui. vie, voilà, mais ils continueront le combat parce que c'est un combat qui mène, mais je crois qu'ils ont besoin d'être aussi parmi les leurs, quoi, voilà, et ça a été un long marathon, quoi, donc, Et bien pardon. sûr, mais ça j'allais le dire aussi à la fin, j'espère que, nous saurons, c'est vous les étudiants qui allez voter donc jusqu'à vous avez jusqu'à dimanche soir. Mais, bien évidemment si, Notherland est choisi, par les étudiants, j'espère que l'un ou les réalisateurs pourront être présents à la remise du prix qui aura lieu donc, le samedi 17 mai, à Cannes. Voilà, on verra, mais, On fera voilà, le, j'espère que je sais que on vous y ferez fera beaucoup le pour ça. maximum. Oui, je sais. Donc, ça, je pourrais vous on le saura un peu plus tard, donc la semaine prochaine. Et dernière question de Lilia, sur quels critères, entre guillemets, «reposent vos choix de distribution»? Y a-t-il des quotas documentaires, fiction ou autres, voilà? On fonctionne quand même beaucoup par coup de cœur, et après on essaye de faire des choix entre les films qu'on peut acheter, parce que parfois il y a des films qu'on adore, mais on n'est pas la plus grosse société de distribution, donc il y a des gens qui sont voilà qui ont un plus gros chéquier, on va le dire comme ça, hein, pour distribuer des films. Et puis non, mais le documentaire, c'est beaucoup de travail aussi pour mes équipes. C'est parfois 2 fois plus de travail qu'un film de fiction. Alors, tout dépend quel film de fiction, mais voilà, pour organiser des séances débat, pour trouver des intervenants, pour faire le relais, etc., pour coordonner les associations. Donc, on réfléchit aussi à ça en se disant, c'est à la fois qu'est-ce qu'on a envie et sur lesquels on est convaincu qu'on peut apporter un plus, et puis parfois, enfin, chaque année, je dis à mes équipes, on va distribuer moins de documentaires. Et puis chaque année, c'est moi qui leur apporte des documentaires en disant, bon, quand même, je crois que celui-là, il faudrait le distribuer. Et ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de, voilà, on s'est pas donné de règles. Là, on vient de signer pour un autre documentaire qui est celui qui a eu le prix à Berlin. Et récemment, mais parce que pareil, il offre un autre regard, et on est là en train de se dire bon bah il faut, oui, on a envie on a envie de le faire, ou on est convaincu qu'on peut faire un travail d'accompagnement qui est important, mais après il y a des documentaires aussi qui enfin
c'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est qu'on se dit ça va être compliqué de les faire exister en salle. Mais du fait du nombre aussi hein, de films Mmh. qui sont là toutes les semaines, donc il faut trouver sa place, il faut convaincre les exploitants, il faut convaincre voilà les partenaires. C'est un long travail. Voilà. On aimerait en distribuer beaucoup plus. Heureusement, il y a aussi enfin, des chaînes, je pense à Arte. Alors je ne sais pas si il est diffusé. Hein, vous m'excuserez pour cette approximation parce que j'ai pas vérifié. Moi, je sais que je l'ai vu, mais parce qu'on m'a envoyé un lien, mais je ne sais pas s'il est en ligne. Mais par exemple, sur Gaza, il y a un documentaire fait autour des journalistes de l'AFP qui sont les seuls qui sont restés jusqu'au bout du bout pour couvrir la situation à Gaza. Donc ça, voilà, c'est le type de documentaire qui passe pas par la case de cinéma, mais qui est disponible à la télévision via Arte. Donc il y a aussi beaucoup de documentaires France Télévisions, Arte, mais Netflix en a aussi diffusé, Amazon. Enfin voilà, il y a des documentaires qui sont disponibles et qui permettent de toucher aussi tout de suite, une diffusion sur Arte ou sur France Télévisions, vous pouvez toucher, plus avec les replays, vous pouvez toucher plus de 500 000 personnes d'un coup, quoi. Voilà. Nous, 60 000 spectateurs, on est déjà contents, Mmh. mais, et on attend qu'une chaîne le diffuse. Maintenant, on aimerait beaucoup voilà, qu'une chaîne prenne le relais pour pouvoir permettre à encore plus de gens de découvrir le film, quoi. Moi, je pense que ça va enfin, On espère aussi. L'Oscar aide oui, beaucoup. ouais, L'Oscar aide forcément oui, beaucoup, bien voilà. sûr, ça aide beaucoup, c'est sûr. Ouais, ouais. Peut-être Arte? On, À suivre. voilà, on, on espère en tout cas. Ouais. Et alors, je dis toujours dernière, mais peut-être pas dernière question, mais une question plus générale sur le métier de distributeur. Quel est le parcours requis pour exercer ce métier? Avez-vous des conseils? Oula, moi j'ai toujours su que je voulais travailler. Je pense qu'il faut être passionné par le cinéma. Voilà. Moi je, enfin parfois les parcours c'est un peu d'obstination, beaucoup de passion parce qu'il faut voilà. Et c'est des rencontres. Moi, j'ai eu la chance, pour vous dire, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait une école de commerce. Donc mais parce que je savais pas du tout, je viens d'un village en province au départ de 3500 habitants. Les cinémas à côté diffusaient pas réellement une grande diversité de films, mais j'ai toujours été passionné par l'audiovisuel. Et j'ai eu la chance que l'école que j'avais choisie a fait un partenariat avec Arte. Donc j'ai fait un stage chez Arte qui m'a permis ensuite ils m'ont proposé un contrat et là j'ai découvert le monde du documentaire où j'étais vraiment, enfin, j'avais une connaissance un peu frustre. Hein, donc là, tout d'un coup, j'ai été exposé à beaucoup de documentaires, de rencontres de personnes, etc. Formidables. Et après, enfin, ça m'a mis le pied à l'étrier pour la suite de ma carrière. Euh, J'allais dire, faut beaucoup aller au cinéma, hein, ça, ou en tout cas regarder des films. Il faut et moi j'aime autant les films enfin je suis un très bon spectateur, hein, j'aime autant les films de divertissement, les comédies, les grandes productions américaines, alors pas toutes, hein, mais voilà. Mais il faut aussi aller sortir des sentiers battus, aller voir des films plus indépendants, des documentaires, parce que et c'est ça qui est souvent on est surpris en festival quand il y a beaucoup de festivals qui sont organisés en France et les gens dès lors savent très peu de choses des films parce qu'il n'y a pas la bande-annonce, c'est pas le film n'est pas connu, etc. Et on a souvent des gens qui sortent en disant mais je serais jamais allé voir ça au départ sur le papier et j'ai découvert et c'est formidable, etc. C'est cette curiosité qu'il faut avoir. Faut faire attention. On est dans une époque très polarisée, c'est-à-dire que souvent on va regarder les mêmes séries, aller voir les mêmes films, lire les mêmes livres, écouter les mêmes musiques, etc.
C'est important parfois de faire l'effort d'aller voir d'autres choses, des choses plus fragiles, alors qui sont parfois aussi imparfaites, etc., mais qui sont d'autres fenêtres. Je dis que le cinéma est une fenêtre sur le monde, qui sont d'autres fenêtres. Et moi, je suis pas du tout pareil. Il y a la grande guerre enfin, pardon, entre les séries, le cinéma, etc. Il y a des séries formidables. Enfin, moi, je suis étonné. Voilà, c'est une autre forme d'écriture, c'est un autre regard. Ça permet une narration différente, mais comme le cinéma permet d'autres choses, comme le documentaire permet, voilà. C'est cette curiosité que je trouve qui est importante. Et puis, voilà, mais quand on fait un métier de passion, c'est peut-être plus facile de se lever le matin, quoi. On se dit que, voilà, et puis c'est des rencontres formidables. Moi, je suis admiratif de ces jeunes réalisateurs, mais les rencontres qu'on peut faire, etc. C'est là l'humilité aussi de notre métier, c'est de rencontrer des gens qui sont créatifs, qui sont enfin, passionnés, et là, passionnés et courageux. Donc, ça rajoute beaucoup, beaucoup de responsabilités, quoi, pour nous. Et Lilia demandait, mais je sais pas si enfin, pouvez-vous nous donner quelques coups de cœur que vous avez distribués? Ah, voilà. Dans des genres, Question piège. alors ben, je vais vous faire ceux qui me viennent à l'esprit, mais on avait distribué un film sur l'égalité des droits hommes-femmes qui s'appelle RBG, qui était le diminutif d'une juge de la Cour suprême des États-Unis qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, qui est malheureusement décédée depuis. Et je crois que ouais, c'est un documentaire qui était important pour montrer, c'était une des premières avocates acceptées à Harvard de tête. Voilà, au moment où les femmes étaient souvent considérées dans le milieu juridique comme des assistantes, pas comme des avocates, quoi. Et elle a milité toute sa vie pour l'égalité des droits hommes-femmes. Bon, le documentaire est assez marquant, hein, moins qu'on puisse dire. J'y pense parce que voilà, on pense que les droits sont acquis et puis on s'aperçoit que même jusqu'à l'avortement, ils peuvent être remis en question. Et on est content, par exemple, qu'en France, ça soit rentré dans la Constitution parce que c'est parfois le meilleur moyen de protéger les choses. Il y a il y a un film de fiction. Alors pareil, qui parle de l'absurdité du statut de réfugié qui s'appelle Limbo. Alors, faire attention, il y a plusieurs films qui s'appellent Limbo, mais voilà, qui a été réalisé, qui est un film irlandais au départ, écossais, pardon, et qui est réalisé sûrement par un réalisateur dont on entendra grandement parler, parce que je pense que il est tout à fait capable d'avoir une palme d'or un jour, tellement la personne est doué, est talentueux, etc. Voilà, c'est un film qui parle, ça c'est une situation véridique, du fait qu'on mette en Angleterre, on met des réfugiés en attente de savoir s'ils sont acceptés ou pas. On les a mis sur une île glaciale d'Écosse où ils attendent pour savoir quel sera leur sort après avoir souvent risqué leur vie pour atteindre les côtes, quoi. Et puis, Le peut-être quelque chose. réalisateur, je vois, c'est Ben Sharrock, c'est ça? Voilà, Exactement, c'est Ben ça, Sharrock. Ben Voilà. Sharrock. Et parce que il faut pas parler que de choses tristes et dramatiques, même si Limbo est un film doux amer, hein, il y a des passages drôles et des passages complètement décalés, et en même temps des passages dramatiques. On a distribué un film qui n'a pas remporté un grand succès en salle, mais qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Marcel le coquillage, et voilà, qui est un film un peu incroyable, réalisé en ce qu'on appelle en stop motion, c'est-à-dire image par image, en mêlant des images réelles. Et voilà, c'est un film qu'on aime beaucoup. Il est disponible sur Netflix. Voilà, c'est un film, un feel-good movie, intelligent, Marina nous dit: drôle, «J'adore ce sensible. film».
Voilà. Marina dit, j'adore ce film. Eh ben, Marina, vous avez très bon goût. Nous aussi, on a Il beaucoup y a aimé. Zoé Voilà. aussi Voilà. et Lydia. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà. Et Je crois Marie-Camille que, qui dit Marcel the Shell, incroyable. voilà. Eh Mais ben, vous n'osez Marcel, pas prendre la parole, donc voilà, mais bon. non, faut pas hésiter. Voilà. Mais parfois, un peu de douceur dans un monde Ouais. qui n'en a pas toujours est important. Donc, voilà. Moi, je suis très Marcel le coquillage. Ouais, Hugues, merci beaucoup. Ça Merci beaucoup fait à vous. 1h10 que vous nous faites l'honneur d'être là, Non, mais je vous en d'échanger, prie, voilà, de c'est vous qui représenter. consacrez du temps. Voilà, merci encore à tous et toutes et tous pour toutes vos questions. Vous avez Ah, réagi très vite quand même parce que je vous ai alerté en début d'après-midi. je vous en prie. Euh, Non, je et je voulais parler d'un projet parce que quand même, Oui, Hugues, allez-y. là, il se trouve que la maire de Basel, pour soutenir la communauté, a monté une coopérative et ils sont en train et donc on les soutient parce que on se dit que voilà, aussi un moyen d'aider cette communauté, c'est de développer l'activité. Et elle a monté une coopérative avec les autres femmes du village et ils lancent une marque de basket. Donc c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils font des motifs artisanaux sur des baskets et alors ils ont lancé un crowdfunding là-dessus qui évidemment connaît un gros succès, mais voilà, je trouve que pareil, lancer, surtout que c'est une initiative féminine chez eux, voilà, lancer ça, c'est assez important et ça permet aussi de pérenniser l'activité dans le village, quoi. Voilà, c'était une petite aparté, mais on a envie de les soutenir aussi Non, mais Hugues, sur si vous ça. pouvez m'envoyer par mail toutes ces Bien informations, sûr, je pourrais les partager bien sûr. sur le groupe Je vais vous WhatsApp. envoyer leur site. Oui, bien sûr. Super. Ben, merci beaucoup. Je vous en Donc, prie, merci à toutes et tous. je vous rappelle donc que vous pouvez voter jusqu'à dimanche soir, 23h59, je précise, parce que quand j'ai dit l'autre jour dimanche minuit, on s'est posé la question, voilà, est-ce que c'est dimanche lundi? Donc c'est dimanche 23h59. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à voter. Encore merci Hugues pour votre disponibilité Je vous en et prie, je vous avec grand dis plaisir. à bientôt. Bon week-end aussi. Merci et Profitez bon bien. week-end à tous, toutes et Merci, au tous. revoir. À Merci. Au bientôt. revoir, Au revoir, merci. au revoir, merci. Merci, bon week-end à tous, au revoir.